Bien le bonjour, ici Cinémaniac. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial. Pardon. Le filtre VHS c'était pour l'épisode précédent. Comme je le disais, l'épisode d'aujourd'hui va être un petit peu spécial parce qu'on va parler d'un film qui n'a jamais été diffusé dans son intégralité dans aucun média et dont le nombre de spectateurs ne doit pas excéder mon nombre de doigts. Bien compris. The Day the Clown Cried, ou Le jour où le clown pleura, qui était le titre français au moment de la production, est un film franco-suisse tourné en 1972 et réalisé par Jerry Lewis. Si ces images sont parmi les plus recherchées de l'histoire du cinéma, c'est parce qu'à l'issue du tournage en Suisse, des déboires entre l'équipe et le producteur Nat Waxberger ont empêché sa diffusion auprès du public. Il est dit que seule Europa Studios, la boîte de production en charge du projet, possède la totalité des négatifs, mais que Lewis, pour s'assurer que la version finale ne dénaturerait pas l'histoire initiale, aurait pris une version montée non achevée et en aurait terminé la post-production. Le jour où le clown pleura est donc devenu un objet de convoitise pour les cinéphiles du fait de sa rareté et du bordel qu'a été sa production. Parmi les quelques personnes à avoir pu assister à des séances privées, les avis étaient plutôt... mitigés. Ou bien on prétend que c'est un chef-d'œuvre sublimé par son processus de création chaotique, ou alors c'est carrément le pire film qui ait jamais été tourné. Oui, pire que l'attaque de la moussaka géante et Pédale douce. Ouh, je sens déjà les entrailles des équipes de Nanarland de frétiller d'impatience. Et cette image que les gens se sont construits vient sûrement du scénario qui a été révélé dans les grandes lignes. Le jour où le clown pleura raconte l'histoire d'Helmut Durk, joué par Jerry Lewis, une ancienne gloire du cirque qui essaye de vivre de son métier de clown à Berlin au début de la Seconde Guerre mondiale. Après un incident lors d'un spectacle et malgré les encouragements de son épouse Ada, interprétée par Harriet Anderson, qui veut le pousser à se faire respecter, il est renvoyé du cirque. Il va se saouler et se met à se moquer ouvertement d'Hitler, ce qui conduit à son arrestation et à son envoi dans un camp de concentration. Pendant les 3 ou 4 prochaines années, il espère un procès où il pourrait enfin se défendre et quitter le camp. Son statut d'ancienne vedette ne lui étant d'aucune aide pour survivre, il ne peut compter que sur l'aide de son seul ami, Johann Keltner, joué par Ulf Palm. Le camp où ils sont reçoit de plus en plus de prisonniers juifs, notamment des enfants. Quand Helmut est battu par les autres détenus qui trouvent ses numéros de clown lamentables, il s'aperçoit que les enfants situés derrière le mur de barbelés les séparant du reste du camp se mettent à rire. Ravi d'être enfin apprécié, Helmut continue ses pitreries jusqu'à ce que le commandant du camp, interprété par Anton Driffing, vienne l'interrompre et le prévenir que les interactions avec les prisonniers juifs sont interdites sous quelque forme que ce soit. Mais Helmut ne peut s'empêcher de refaire une performance pour les enfants, ce qui lui vaut d'être battu par les gardes et conduit en isolement. Je rappelle que ce film est censé être une comédie. Dramatique, certes, mais une comédie. Parce que ça me paraît pas super évident là en fait. Suite à cette scène, les SS comprennent que Helmut et ses talents de comique pourraient leur être utiles. Le commandant va alors assigner au clown une tâche abominable. Mettre les enfants en confiance grâce à ses pitreries pour les faire grimper calmement dans les camions devant les conduire hors du camp. En échange de quoi, son affaire sera réexaminée. Cette promesse d'une possible libération pousse Helmut à accepter. Mais par un coup du sort, il se retrouve accidentellement à monter dans un train avec les enfants. Train qui les conduit à Auschwitz, où les enfants sont menés à la chambre à gaz. Saisissant l'horreur de la situation et sachant la terreur que vont ressentir les enfants, Helmut supplie les gardes de le laisser les accompagner jusqu'à la fin. Sur le chemin les menant vers le lieu de la mise à mort, Helmut continue d'amuser les enfants tout en espérant un miracle. Le miracle ne se produit pas. Les enfants entrent dans la chambre à gaz. Une petite fille lui prend la main. Rongé par la culpabilité, Helmut la suit. La porte se referme. Fin. Maintenant que je vous ai détaillé un petit peu le scénario, il y a normalement 2 choses qui vous viennent en tête. La première... What the fuck? Et la deuxième... ce résumé m'a fort intrigué, j'aimerais bien voir le film maintenant. Les extraits que vous avez vus pendant le résumé sont un mélange de séquences filmées et de documentation du tournage. Extraits qui ont été révélés le 9 avril 2012 par l'organisme de la radiodiffusion flamande VRT et le 3 février 2016 dans un documentaire allemand de 2 heures intitulé Der Clown. Vous vous en doutez, l'intérêt de l'épisode va pas être de trouver le plus d'images du film et d'essayer d'en faire une critique. Vous voulez que je fasse une analyse complète de cette œuvre alors qu'il manque entre 1 heure et 1h30 de film? Non! Mais on va plutôt glaner les quelques infos disponibles et essayer de décortiquer le pourquoi du comment ce film s'est retrouvé avec une telle aura. Et pour ce faire, il est important de présenter la personne qui s'est retrouvée au cœur du projet et qui détient probablement la clé du mystère, celui qu'on appelle The Dark Prince of Comedy, paye ton accent, Monsieur Jerry Lewis.
Jerry Lewis naît dans le New Jersey en 1926. Habitué aux planches depuis l'âge de 5 ans, fils d'un acteur de spectacle de variété et d'une musicienne, il développe très tôt des talents pour le burlesque et la pantomime. Sa rencontre en 1945 avec le chanteur Dean Martin marque le début du succès. Pendant 11 ans, les deux jeunes hommes, talentueux, charismatiques, vont former un duo de comiques très applaudi, sur scène, à la télévision et au cinéma. Jerry est le boute-en-train excentrique, Dean le sérieux avec les pieds sur terre. Ils n'hésitent pas à improviser en plein numéro et à briser le 4e mur, ce qui leur permet à l'époque de se démarquer des autres humoristes. Ils seront les vedettes de 14 films. Mais la formule devient répétitive et Jerry vole de plus en plus la vedette à Dean. Le duo se sépare donc en 1956. Après la fin de cette première partie de sa carrière, les succès continuent de s'enchaîner. Il est chanteur, enchaîne les premiers rôles au cinéma et à la télévision. Il présente même les Oscars en 3 occasions, en 1956, 1957 et 1959. Le contrat signé à la Paramount fait alors de lui la personnalité la mieux payée d'Hollywood. Il se tourne même vers la réalisation. De 1960 à 1970, il réalise 11 longs métrages, dont le plus connu reste sans doute Dr. Jerry et Mr. Love. Si ce film vous dit quelque chose, c'est qu'il a fait l'objet d'un remake en 1996, intitulé Le Professeur Folding avec Eddie Murphy dans le rôle titre. Mais Jerry désire surtout une chose, pouvoir inclure un peu plus de dramaturgie dans son jeu, y apporter un peu de profondeur. En gros, cesser d'être un simple clown. C'est dans ce contexte que le producteur français Nat Waxberger lui propose en 1971 le rôle principal, en plus du poste de réalisateur, d'un film sur un clown berlinois emprisonné dans un camp nazi pour s'être moqué d'Hitler. Le projet faisait déjà polémique à l'époque puisqu'il a été refusé par plusieurs acteurs, dont Bobby Darin, Go find your own music, man. Go write it if you can. Milton Berle, I can't stand this anymore. In the name of reason, pull yourself together. You were 10 feet over the line. et Dick Van Dyke. Yes, whatever you do, keep a straight face. Last time it took us 3 days to get him down. Pourquoi vous ne voulez pas demander à Laurence Olivier? Ma spécialité à moi, c'est la comédie. Et vous me demandez si je peux livrer des enfants terrifiés au bourreau des chambres à gaz? Vous parlez d'un truc tordant? Comment je fais ça, moi? Le rôle d'Helmut le terrifie. Mais c'est un rôle dramatique, comme il en rêvait. Il s'agit quand même, après le journal d'Anne Frank en 1959 et le prêteur sur gage en 1964, d'une des premières tentatives à Hollywood d'aborder de façon frontale le sujet de la Shoah, vu que le documentaire de Claude Lanzmann ne sortirait pas avant 1985. À la lecture de la première version du script, fruit du travail de Joan O'Brien et Charles Danton, Lewis finit par accepter de le tourner et en plus d'en être la star. En 1972, il part en Europe pour visiter Paris à la recherche de décors, mais aussi Auschwitz et Dachau, pour se documenter tout en retravaillant le script, en y incluant un peu plus d'humour. En écartant la gravité bien particulière de ce sujet-là, utiliser l'humour pour parler d'un sujet qui s'y prête pas forcément, c'est pas si farfelu que ça. Après tout, les films comiques sur la Seconde Guerre mondiale sont loin d'être des exceptions à l'époque. As a civilian, he drives the sergeant crazy. But as a soldier, he drives everyone crazy. Surtout en France. Bon sang. Quel con t'a fermé la lumière? C'est de la bouillie tout ça. C'est immonde, c'est... T'énerve donc pas, on va bien trouver une combine. Oh là, on dit ça. Saint-Léonard, ayez pitié de lui. Saint-Léonard, qui c'est celui-là? Tu sais pas que Saint-Léonard, c'est le patron des prisonniers? Mais s'il y avait un patron des prisonniers, il n'y aurait pas de prisonniers. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Mais quand quelqu'un choisit d'aborder la question d'un génocide sous cet angle précis, normalement il y a ton cerveau qui se réveille en se mettant à dire « Ah, non, pourquoi, qui, d'où ?» À ce propos, j'ai déjà réalisé un épisode sur la représentation de la Shoah dans la fiction que je vous recommande si vous voulez une analyse un peu plus globale et poussée. Quand on utilise l'humour pour parler d'un sujet aussi sombre et douloureux, il est primordial de se demander quel est le ressort comique et qui en fait les frais. Est-ce que c'est une personne avec du pouvoir ou au moins des privilèges ou une personne vulnérable? Est-ce que l'humour prend pour sujet des paroles ou des actes ou alors des traits identitaires déjà stigmatisés par la société quand ils ne sont pas carrément discriminés? Pour développer une base de réflexion, il existe heureusement un film datant 1972 qui part avec humour, au moins en partie, de la Shoah. Film qui a d'ailleurs inspiré Lewis au moment de la réécriture.
Le Dictateur, sorti en 1940, fut non seulement le plus grand succès commercial de Charlie Chaplin, mais du fait d'avoir été conçu avant l'entrée en guerre des États-Unis, il contribua à pousser l'opinion publique des Américains en faveur d'une intervention du pays dans la Seconde Guerre mondiale. Tout l'humour du film est basé sur le fait de ridiculiser Hitler et le régime nazi. Et s'il peut en profiter pour chier un coup sur Mussolini, ça mange pas de pain. Le constat de Chaplin est simple. Les nazis, grâce à la propagande, ont réussi à se construire une image de peuple pur et invincible. Image qui a d'ailleurs séduit pas mal de pays occidentaux, comme la Grande-Bretagne et les États-Unis qui avaient déjà leur propre nazis. Et comment est-ce qu'on s'attaque à une propagande basée sur la glorification? Le foutage de gueule. C'est ce que j'ai dit. C'est le schéma que Mel Brooks a utilisé pour écrire Les Producteurs. La comédie musicale que les deux escrocs montent pour tirer un profit du flop, Le Printemps d'Hitler, repose sur le principe de ridiculiser les nazis. Si on peut arguer que ça pourrait être irrespectueux envers les victimes de représenter leurs bourreaux comme des guignols, le fait est que les sympathisants nazis n'ont jamais pu reprendre les images des producteurs à leur fin, contrairement à d'autres œuvres pourtant sans équivoque contre leur idéologie. Se moquer des nazis, c'est leur retirer leur pouvoir de fascination. Don't be stupid, be a smarty. Come and join the Nazi party. Let's get out of here before they kill us. Là où Chaplin pose une limite, oui, parce que tous ceux qui citent Mel Brooks ou Chaplin en clamant qu'ils auraient jamais pu faire aujourd'hui ce qu'ils ont fait à l'époque et qui arrêtent pas de dire qu'on peut plus rien dire, ces deux-là ont estimé qu'il y avait une limite à l'humour. Vous avez 40 ans de retard. Donc, Brooks et Chaplin ont estimé que la limite à leur humour était les crimes nazis et en particulier les persécutions antisémites. Les agissements des soldats du régime envers la population juive et les rudes conditions de survie dans les ghettos ne sont jamais tournés en dérision. Et s'il y a des pointes d'humour, ce sont les oppresseurs qui en font les frais. Les autres scènes humoristiques sont là pour caractériser les personnages et les rendre encore plus attachants. Une des scènes comiques les plus intéressantes à analyser est celle des puddings. Le commandant Schultz, ancien ministre de Hinkel pourchassé et venu se réfugier dans le ghetto, essaie de pousser les hommes à se joindre à lui pour participer à un attentat. Il cache une pièce dans un pudding et en donne un à chacun. Celui qui tombera sur la pièce devra se sacrifier. Mais la jeune Anna ayant en fait caché une pièce dans chaque pudding, les hommes vont passer la scène à essayer de se débarrasser de leur propre pièce en la refilant à leurs voisins ou en les avalant. Même si ce sont les hommes juifs qui sont au centre de la scène et servent de ressort comique, celui qui en fait les frais est en réalité Schultz, qui est montré comme un lâche qui demande à des citoyens persécutés de mourir à sa place, mais en plus, quelle espèce d'abruti enverrait des petits vieillards poser des bombes? Si Le Dictateur a su quoi mettre en lumière avec de la comédie et quand contrebalancer ça avec du drame, un autre film s'est fait beaucoup plus critiquer en tentant de reprendre les mêmes mécanismes. Si La vie est belle de Robert Benigni fut un succès commercial et critique, remportant même plusieurs prix dont l'Oscar et le César du meilleur film étranger en 1998, il fut assez mal reçu au Festival de Cannes, car il fait de la Shoah un simple contexte, un décor pour sa fable. Benigni pose moins un regard d'auteur sur ce génocide qu'il ne l'utilise comme ressort scénaristique. Et c'est peut-être ce qui gêne le plus, qu'un des plus grands crimes de l'histoire de l'humanité ne soit pas le centre du récit quand des réalisateurs comme Claude Lanzmann défendent une forme de tabou vis-à-vis de la représentation de la Shoah dans la fiction. Sur la question de l'humour, La vie est belle en use d'une façon assez délicate à gérer. Dans la première partie du film, les tribulations de Ruido pour séduire Dora et moquer le régime fasciste sont contrebalancées avec des moments plus sérieux où les enjeux et le danger sont concrétisés. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ton cheval? Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont maquillé, mais qu'est-ce qu'ils ont écrit là? Artung, cheval juif. Oh, mais c'est... Toujours les barbares, les vandales, c'est vraiment triste. Et d'une bêtise sans nom. Cheval juif, tu imagines? Oh, allez, tonton, ne te mets pas dans cet état, ils ont fait ça pour... Non, ils n'ont pas fait ça pour, ils ont fait ça pour. Dans la seconde partie du film, le ton prend une toute autre tournure. Dès le moment où Ruido, désormais marié à Dora, est emmené dans un camp d'extermination avec leur jeune fils, l'humour devient un outil de survie pour le père afin de protéger son fils de la réalité de l'enfer concentrationnaire. En revanche, s'il est utilisé en termes de ton, il devient vite difficilement réconciliable avec l'environnement dépeint. Parce que la Shoah a été un point de non-retour dans l'horreur de ce que peuvent commettre des êtres humains.
et parce que c'est l'événement historique qui est le plus l'objet de thèses négationnistes actives et obstinées. Le jour où le clown pleura s'inscrit donc d'emblée dans une histoire de la représentation de la Shoah, et encore plus par rapport à sa date de mise en production. Et vu que plus de la moitié du film a l'air de se passer dans un camp de concentration, il y a de bonnes chances qu'il parte plus vers ce qu'on a reproché à La Vie est belle. En effet, il semble difficile de mettre en place une satire des soldats nazis dans un cadre entièrement créé dans le seul but d'exterminer des civils innocents. Et si vous me dites que les extraits que je vous ai montrés n'ont pas l'air si comiques que ça, je vous rappellerai qu'il manque quand même entre 1h et 1h30 de film. Mais il y a un point pas négligeable qui différencie Lewis de Benigni ou Chaplin. Tout comme Mel Brooks ou Steven Spielberg qui a quand même réalisé La Liste de Schindler, Jerry Lewis est juif. Alors certes, ce n'est pas un gage imparable de qualité, mais le fait que le film est écrit et réalisé par quelqu'un appartenant à la communauté qui a subi les horreurs dépeintes dans ses films peut aider à légitimer le point de vue, ou tout au moins apporter une garantie que l'auteur a une certaine conscience des difficultés à traiter un tel sujet d'une façon juste et respectueuse envers les victimes. En fait, la seule vraie raison à peu près établie de la non-diffusion du film vient d'un problème de droit entre le producteur et la scénariste qui n'avait pas reçu la totalité de ce qu'on lui devait et qui, quand Lewis lui a montré un montage pour essayer de la convaincre, a décidé qu'elle ne céderait jamais ses droits. Droits que Waxburger a donc oublié de sécuriser. Les gars ont tourné un scénario dont ils n'avaient même pas les droits. C'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros. Il faut savoir que Waxburger n'avait pas pu fournir la totalité du budget, obligeant Lewis à investir plus de 2 millions de dollars de sa poche pour pouvoir boucler le tournage, ce qui a alimenté la rancœur entre les deux hommes en les empêchant de trouver un accord. En plus de ça, O'Brien en a rajouté une couche en déclarant que ce qui devait être une histoire de rédemption d'un personnage antipathique était devenu un égotrique comique à la Chaplin. Et la seconde raison avancée par Lewis lui-même, c'est que le film est juste tout pourri. Mais genre, pourri niveau Vercingétorix. Et dans ce cas, on peut comprendre qu'il n'ait pas été très joasse à l'idée de montrer ce film au grand public. Après ce projet catastrophique, Jerry Lewis attendra 8 ans avant de réaliser et écrire 2 films. Ces 2 derniers, Au boulot, Jerry, sorti en 1980, et T'es fou Jerry, sorti en 1983. Tous les deux mal reçus par la critique. Et en dehors de ses activités caritatives et de ses rôles dans Arizona Dream et La valse des pantins, où Martin Scorsese lui offrira enfin son premier rôle dramatique, Max Rose, dans lequel il jouera son dernier rôle en 2016, sera lui aussi un échec tant critique que commercial. Après tout ça, on peut se dire qu'il est normal qu'il ait eu envie d'éviter de terminer sa carrière sur une polémique. Mais ce qui m'intrigue vraiment dans tout ça, ce sont les attitudes contradictoires de Lewis sur le sujet. Are we going to ever gonna get to see The Day the Clown Cried? No. Pendant de longues années, on a pu voir l'humoriste avoir des réactions très violentes quand le jour où le clown pleura était abordé. Cependant, comme on l'a vu plus tôt, pas mal d'images du film ont été rendues disponibles pour des documentaires. Le 5 août 2015, Lewis a même fait don de sa copie du film à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis, à la seule condition que le film ne soit pas diffusé avant juin 2024. Ce qui veut dire que dans moins de 4 ans, on pourra enfin découvrir ce film qui est resté à ce jour un des plus mystérieux de l'histoire du cinéma. Mais s'il en avait si honte que ça, pourquoi laisser échapper ne serait-ce qu'une seule image de ce truc? Pourquoi le confier à un organisme qui aura tout le loisir de le montrer aux gens 7 ans après sa mort? On peut alors se demander s'il n'y a pas une forme de stratégie derrière tout ça. Au cinéma, le build-up est un outil, principalement de mise en scène, qui apporte de l'importance aux détails pour préparer une révélation ou faire monter la tension jusqu'au climax. Il peut aussi être utilisé en communication ou dans la publicité pour faire monter la demande par rapport à l'offre. Et quand on voit la communication autour du jour où le clown pleura, surtout depuis le début des années 2000 suivant les sorties de La Vie est belle et Jacob le menteur, 2 films reprenant les mêmes mécanismes que celui de Lewis, on peut penser que ce dernier a en fait essayé de préparer le public à découvrir son film. Même si ce serait carrément hypocrite d'essayer de faire une critique de ce film d'après le peu qu'on sait dessus, je pense pas trop me mouiller en disant que c'est sûrement pas la pire insulte qui a été faite à la mémoire des victimes de la Shoah comme certains le prétendent. Je veux dire, si Uwe Boll a réussi à faire un documentaire à peu près passable sur Auschwitz, c'est pas un comique juif qui va faire la pire œuvre sur le sujet. Quand on parle de films honteux, on peut penser aux films de propagande au service d'une idéologie de haine, tels que Le Triomphe de la volonté ou Naissance d'une nation. 2 œuvres pourtant étudiées en cours de cinéma et trouvables facilement en support physique ou numérique. Personnellement, je pense que le cas du jour où le clown pleura se rapproche plus de celui de L'homme qui tua Don Quichotte,
qui devait être la pièce maîtresse de la filmographie de son réalisateur Terry Gilliam. Après une première tentative qui échoua en 2000, la production entra dans un enfer de développement aux proportions titanesques, jusqu'à aboutir à une nouvelle version présentée au Festival de Cannes le 19 avril 2018. Malheureusement, l'attente de 18 ans avait poussé les gens à revoir leurs attentes à la hausse, et la réaction lors de la sortie de 2018 allait généralement de la déception à l'indifférence indulgente. Était-ce la volonté de Lewis de tenter ce même schéma, provoquer une attente pour un film qui n'est peut-être ni un chef-d'œuvre incompris, ni une perle nanardesque? Car c'est sans doute une des pires conclusions possibles pour un film aussi attendu. Ne pas être aussi bon qu'espéré, ni assez mauvais pour être divertissant. Juste oubliable. En conclusion, il nous reste un peu moins de 4 ans avant de peut-être pouvoir découvrir ce trésor caché du cinéma américain. Et pendant ces 4 ans d'attente, il serait intéressant de se demander, justement, qu'est-ce qu'on en attend? Parce que si la finalité c'est juste de voir si le film est aussi pourri qu'on le dit ou pas, il y a de fortes chances qu'on sorte déçu et pas grandi du tout de l'expérience. Il est tentant de développer une curiosité malsaine pour des projets polémiques avec un développement chaotique. Comme ceux qui s'arrêtent devant un accident de voiture, les nanars et autres actes manqués sont toujours fascinants. D'ailleurs, les 2 vidéos les plus populaires sur ma chaîne sont celles où je descends en flèche des films considérés comme des étrons. N'oublions juste pas qu'au-delà de l'enthousiasme provoqué par sa rareté et son sujet, Le jour où le clown pleura s'inscrit déjà dans une histoire de représentation d'un des événements majeurs et des plus tragiques de toute l'histoire de l'humanité, et que notre analyse devra aller plus loin que la simple satisfaction individuelle de spectateurs. Est-ce qu'il s'agit d'un auteur complètement égoïste qui a pris un sujet très douloureux pour en faire une œuvre complètement égocentrique? Ou alors est-ce que c'est un film fait trop tôt sur un événement tragique encore très récent, surtout traité sous cet angle-là? Le jour où le clown pleura a marqué le déclin de sa carrière. Aussi peut-être serait-il juste de le considérer autrement que comme un simple divertissement de plus. Car c'était ainsi que Lewis l'avait pensé. Qu'il ait échoué ou pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, peut-être qu'on se retrouvera dans 4 ans pour faire une analyse de ce film. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salutations! Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. You will never walk alone. Thank you. Good night.